y a des erreurs qu'on va toujours reproduire. C'est plus les gens qui s'épanouissent dans le chaos en général, qui sont des bons entrepreneurs. La France, c'est un paradigme d'entrepreneuriat. C'est le fait de supprimer cette distance entre l'envie de réaliser un truc et le fait de le réaliser. Personne ne peut être heureux d'avoir fait quelque chose pour soi-même. L'entrepreneuriat, c'est une sorte d'immense jeu de stratégie, sauf que c'est ta vie en fait. Je peux considérer que la totalité de ce que j'ai fait est un échec. Les gens, ils n'achètent pas pour faire plaisir à une entreprise. Personne ne fait ça. Bonjour à tous et bienvenue dans The Next, un podcast sur l'entrepreneuriat et la tech française. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mehdi Colli, entrepreneur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il est le cofondateur de Time for the Planet. Bonjour Mehdi, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, te présenter, toi et ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, je suis entrepreneur depuis toujours. En fait, à la base, j'ai fait des études de droit. J'ai jamais trop aimé ça. Et du coup, la cinquième année, comme je m'ennuyais pas mal, j'ai commencé à imaginer en fait un organisme de colonie de vacances. À l'origine, pas du tout pour monter une boîte, mais juste parce que j'en avais marre de voir que les gamins en situation de handicap pouvaient pas partir en colo sur des séjours. Parce qu'il faut un animateur référent et que ça coûte à peu près 1 000 € et que personne voulait financer ça. Donc, je me suis plongé dans l'idée qu'on pouvait faire un organisme de colo qui allait financer lui-même les animateurs référents. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré l'entrepreneuriat. J'ai appris le référencement naturel sur Google, en fait, à ce moment-là, et c'était il y a un moment. Donc, sur ce marché-là, en tout cas, personne n'avait trop commencé à faire ça. Donc, j'ai appris ça dans un bouquin, j'ai appliqué, et en fait, très vite, on s'est retrouvé avec des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'on était deux gamins de 20 ans, 21 ans dans un salon, quoi. Et on avait des gamins, voilà, qui étaient inscrits sur nos séjours, et il fallait commencer à organiser tout ça en vrai. On n'avait jamais monté d'entreprise, jamais eu l'idée de monter d'entreprise, mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'était ce qu'on était en train de faire. Voilà. Et donc après, on a passé assez vite le million de chiffre d'affaires. Et ça m'a donné un peu la passion de l'entrepreneuriat parce que je me suis rendu compte que ça permettait de régler des problèmes. Parce qu'on a financé grâce à ça des centaines de milliers d'euros d'aide au départ pour les gamins en situation de handicap, sans jamais avoir besoin de demander d'aide à qui que ce soit. Juste parce qu'en fait, on faisait du fric, quoi. Et que ce fric, après, on pouvait l'utiliser comme on voulait. Et du coup, c'est de là qu'est née l'idée après de créer une boîte qui créerait des entreprises pour régler des problèmes sociaux. Puis après, j'ai créé d'autres entreprises, des startups dans le monde du web, des logiciels. Et là, j'ai pris un peu la claque climatique qu'on prend quand on commence à écouter des gens comme Jean Covici. Et j'ai pris conscience des limites physiques du monde sur lesquelles notre civilisation était en train de s'écraser allègrement. Donc j'ai commencé à arrêter de manger de la viande, à me déplacer à pied ou en trottinette, plus prendre l'avion pour le plaisir. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que le problème est toujours là. Et l'idée de Time for the Planet, ça a été de dire est-ce que je peux tenter un truc en tant que citoyen qui pourrait avoir de l'impact à l'échelle mondiale si ça fonctionnait. Et donc, pour répondre à cette question-là, il fallait commencer à faire quelque chose. C'est ce qu'on a fait avec 5 autres entrepreneurs, dont certains que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Il y a 1 an et demi, on a démarré comme ça. Donc on développera sur Time for the Planet juste après. Mais d'abord, tu viens de nous parler de la première entreprise que tu as fondée. Pourquoi tu as eu cette volonté d'œuvrer pour les personnes en situation de handicap? Je pense que comme j'étais animateur, directeur de colo, et que chaque été, je voyais bien la galère que c'était quand les parents voulaient inscrire des gamins handicapés. C'est-à-dire que, en fait, il y en avait quasiment jamais, et quand il y en avait, il était accueilli de façon hyper mal accueillie, en fait. Forcément, on se retrouve à être frustré par rapport à ça. Et du coup, la volonté de régler ce problème-là, en fait, en se disant, en fait, je vois comment est-ce qu'on pourrait le régler. Et le fait d'enlever toute distance entre l'envie de régler un problème et le fait de le régler, ça, c'est magique. Enfin, moi, en tout cas, je connais que l'entrepreneuriat qui permet de faire ça. Quand vous votez aux élections, on sait qu'on est un vote parmi plein. Et en fait, on n'a pas une directement prise avec les choses. Alors que quand on monte une boîte, comme on génère du chiffre d'affaires, on génère en fait la puissance de l'argent et ça permet d'acheter à peu près tout ce qu'on veut, quoi. À partir du moment où on a créé un modèle économique, on a créé un outil de puissance. Et après, la question, c'est juste qu'est-ce que je fais de cette puissance? Et finalement, on peut même se dire que l'ensemble des questions politiques, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'excédent brut d'exploitation des entreprises? Est-ce que je me les mets à 100% dans les fouilles comme actionnaire? Est-ce que je les répartis aux salariés parce qu'en fait, c'est quand même eux qui ont produit la valeur travail? Est-ce que je fais un peu entre les deux? Et maintenant, il y a la crise écologique qui arrive. De nouveau, se pose cette question-là par rapport à l'environnement et c'est beaucoup plus profond. Parce que c'est plus uniquement qu'est-ce que je fais de ça? C'est aussi, est-ce que j'ai vraiment besoin de générer cet excédent d'exploitation? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir produit ce bien ou ce service? Et là, ça devient plus profond, mais du coup, ça devient aussi super intéressant, quoi. Et tu l'as dit à l'origine, tu avais même pas l'impression de monter une entreprise. Comment ça se passe du coup quand on se lance? Par quoi on commence? À quoi on doit réfléchir? En fait, je sais pas exactement parce que j'ai pas trop réfléchi à ça, quand, je l'ai fait, c'est une envie irrépressible, en fait, de le faire, mais sans vraiment s'en rendre compte. Parce que souvent, je vois bien quand, les consultants essaient d'aider les entrepreneurs, le gros biais, en fait, c'est de se dire: «Bon, allez, je vais créer une entreprise et du coup, je vais me préparer. Il faut que je sois prêt, donc il faut que j'ai appris les bons trucs,
Il faut que j'ai un plan, il faut que je sache comment je vais développer tout ça. Puis alors ma forme sociale, c'est important, faut pas se tromper, SARL, SAS. Toutes des questions que je me suis jamais posées moi, puisqu'en fait, je ne savais pas créer une boîte. Et je pense qu'en fait, moins on a conscience, enfin, les inconscients vont beaucoup plus loin, en fait. Parce que du coup, on supprime toutes les étapes inutiles. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est une seule question, c'est comment j'alloue le temps dont je dispose. Et c'est tous les jours, j'ai un certain temps qui est disponible et la façon dont je vais allouer chaque demi-heure, c'est ça qui va définir si je vais aller loin ou pas, si je vais réussir ou pas. Et en fait, en enlevant toutes les questions inutiles, on augmente les chances d'avoir fait les bons choix sur ces trucs-là au quotidien. Et c'est là qu'en fait, on s'ouvre les voies du succès. Donc, l'inconscience, ça reste quand même vraiment, je trouve, le point le plus intéressant pour un entrepreneur, quoi. Et maintenant que tu as l'expérience d'avoir monté plusieurs entreprises, est-ce que d'un point de vue objectif, tu te dis: «Ah c'est vrai qu'en montant cette entreprise-là, j'ai fait telle erreur, j'aurais peut-être dû faire ça différemment»? Est-ce qu'on apprend de ses erreurs? Oui et non. Il y a des erreurs qu'on va toujours reproduire parce qu'on a des limites cognitives qui sont celles qu'on dispose à la naissance. Par exemple, moi, je suis dyspraxique et j'ai des problèmes d'attention, donc il y a des erreurs que je ferai toujours. Puis après, il y a des choses qui sont pas des erreurs, mais qui sont des partis pris. C'est-à-dire que, par exemple, moi, par défaut, je fais confiance. Quoi qu'il arrive, déjà, que quelqu'un vient me voir, par principe, je lui fais confiance à tout le monde. Et éventuellement, si je vois qu'il y a une raison de ne pas le faire, à ce moment-là, je vais retirer cette confiance. Alors, il y a des fois où, bah, forcément, ça va me créer des problèmes. Mais ma conviction, c'est que sur l'ensemble de toutes les fois où ça a joué, en fait, j'ai été largement, gagnant. Donc est-ce que lorsque là, je me retrouve à me faire embobiner par quelqu'un ou à être déçu de l'engagement de quelqu'un et cetera, c'est une erreur? En fait, non, je pense que c'est juste le résultat d'un parti pris. Et après, est-ce qu'on est meilleur entrepreneur quand on crée plusieurs boîtes? Oui, parce qu'en fait, on devient meilleur en meilleur sur l'allocation du temps, justement. Plus on en monte, plus on se rend compte à quel point, bah, trouver les premiers clients, passer du temps avec ses clients, sortir des bureaux, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant et qui fonctionne le mieux. Et qu'en fait, il faut structurer au fur et à mesure qu'on découvre la réalité de ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est un truc, plus on a d'expérience, mieux on le fait, je pense quand même. Et qu'est-ce qui est important de savoir quand on est entrepreneur, justement? Enfin, plutôt pour quelqu'un qui souhaiterait entreprendre, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? C'est très difficile ça parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec les capacités cognitives, c'est qu'il y a plein de cerveaux différents et donc il y a plein de gens qui fonctionnent de façon très différente. Je le vois avec mes associés, on a des façons d'approcher les choses qui sont tellement diverses qu'en fait, bah, c'est ça en fait, la première chose, c'est éviter d'entreprendre seul. Déjà parce que c'est triste. Moi je l'ai fait, hein, donc je le sais. Et d'ailleurs, j'ai jamais été aussi mauvais que lorsque j'ai entrepris seul, puisqu'en fait, bah, ça met en avant toutes les limites qu'on a comme personne. Donc entreprendre à plusieurs et si c'est dur de trouver un actionnaire, enfin un actionnaire, un associé pardon, c'est qu'il y a un problème en fait. Parce que normalement, quand on a un projet vraiment vraiment sympa, c'est pas dur de trouver un associé. Ce qui est dur, c'est en fait de se dire qu'on va trouver l'associé avant de démarrer. En fait non, il faut démarrer, faut commencer à avoir, un track record en disant: «Bah, voilà, j'ai déjà, 3 clients ou j'ai déjà 3 personnes intéressées ou j'ai déjà un produit ou j'ai déjà n'importe quoi. Regarde, est-ce que tu trouves ça cool?» Et puis après, il faut en parler à tout le monde tous les jours, autour de soi et au bout d'un moment, ça vient naturellement, en fait. Et si on n'arrive pas à convaincre quelqu'un de venir avec nous pour entreprendre, c'est peut-être que l'entreprise qu'on envisage n'est pas la bonne. Et quelles sont les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer dans ton parcours entrepreneurial? Les plus grandes difficultés. Moi, je suis très fort pour démarrer quelque chose de 0 à 1. Donc en général, c'est pas là que j'ai des difficultés, c'est plus après, passer à l'échelle, on va dire. Parce que, bah, je suis un défricheur et que en fait, répéter inlassablement les mêmes choses une fois que ça fonctionne, c'est moins mon truc. Donc à la limite, c'est peut-être ça, que j'ai pu rencontrer à chaque fois. Plus un désintérêt aussi, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris comment fonctionne quelque chose, ça va moins m'intéresser, donc je vais moins me focus dessus et donc là, j'ai besoin vraiment de relais. Après, je suis pas un bon manager, donc le fait de manager des gens au quotidien, c'est pas quelque chose que je fais bien. J'ai essayé de le faire avec, différents modes de management différents, mais la réalité, c'est qu'en fait, bien manager, c'est avant tout être, présent pour les gens et en fait, comme justement, je suis très attiré par tout ce qui est nouveau, par le fait de défricher plein de choses et cetera, je suis pas, présent au quotidien avec les personnes. Je cherche des gens qui vont être hyper autonomes, qui vont me dire à moi ce qu'il faut faire, qui vont se driver tout seuls, mais pas la majorité et les gens, en fait, quand ils viennent dans un projet, ils ont envie qu'on s'occupe d'eux et ça, c'est pas quelque chose que je fais bien donc j'ai souvent des problèmes de management. Mais ça, c'est pareil, ça tient à ma personnalité. Il y en a qui sont des entrepreneurs qui sont des extraordinaires managers, au contraire. Par contre, ce que j'arrive bien à faire, c'est à créer une entreprise dans laquelle les gens ont envie d'être. Donc ils ont envie d'y être, mais par contre après, il me faut quelqu'un avec moi, d'autres personnes qui vont être là, présents au quotidien, connectés au réel, connectés au présent. Moi, je suis connecté qu'au futur. Et est-ce que tu penses que c'est important de bien se connaître avant d'entreprendre ou au contraire l'entrepreneuriat, ça permet de nous apprendre à nous connaître au final? Ouais, non, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. L'entrepreneuriat, c'est un outil pour apprendre à se connaître.
De toute façon, je pense qu'on ne se révèle jamais de la même façon lorsqu'on monte une entreprise par rapport à, être salarié quelque part. Parce qu'en fait, quand on est salarié quelque part, notre travail, c'est de satisfaire une personne. Alors que quand on est entrepreneur, notre travail, c'est de satisfaire un marché. Et ça change absolument tout dans toutes les approches. Ça change la façon dont on approche, chaque minute de notre travail, en fait. Le fait aussi, du coup, de n'avoir personne d'autre pour contrôler et pour, donner un feedback que le marché, bah, ça veut dire que forcément, on doit avoir une approche la plus objective possible et qu'on peut pas être dans l'émotionnel. Vous allez pas en fait avoir un succès sur le marché parce que vous avez réussi à avoir une bonne relation avec le marché en fait. Les gens ils achètent pas pour faire plaisir à une entreprise, personne ne fait ça. Donc s'ils achètent, c'est parce qu'ils ont eu leur intérêt individuel propre qui a été servi. Alors que quand vous êtes salarié, vous avez un chef ou des chefs et là, en fait, bah, vous pouvez jouer sur beaucoup de cordes différentes pour créer une bonne relation et avoir un feedback sur votre travail. Et donc je pense que forcément, ça vous révèle pas du tout de la même façon vis-à-vis de la connaissance que vous avez de vous-même, quoi. Et tu l'as dit, avant d'entreprendre, toi, tu étais animateur. Sauter le pas de salarié à entrepreneur, est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça peut faire peur? Ouais, j'étais animateur, mais quasi bénévole, hein, sur les colonies de vacances. C'était pas vraiment salarié. Tu es indemnisé pour être présent et c'était que l'été. Donc j'étais étudiant. En fait, j'ai jamais été salarié. J'ai toujours été entrepreneur, donc je sais même pas ce que c'est que d'être salarié. J'ai des projections par rapport à ce que me racontent les gens ou par rapport à ce que moi je peux voir, mais je sais pas ce que c'est que d'être salarié et puis je sais pas ce que c'est d'être salarié dans une entreprise normale parce que comme j'ai toujours eu la possibilité de définir moi-même le cadre du salariat, ça ressemble pas trop à ce qui se passe dans les entreprises normales, en fait. Parce que j'ai toujours été, dans une liberté absolue des gens pour qu'ils choisissent quand est-ce qu'ils veulent travailler, où est-ce qu'ils veulent travailler. Comme justement je suis pas très présent, je suis pas trop dans le contrôle, donc je fais pas non plus beaucoup de feedback et cetera, donc je me rends pas compte de ce que c'est que de travailler dans une vraie entreprise, en tout cas dans une entreprise dont c'est pas moi qui ai défini les règles, donc j'arrive pas trop à me projeter là-dedans, en fait. Et donc toi, tu viens de le dire, tu as un type d'entreprise qui est généralement assez libre, vraiment basé sur l'indépendance. Il y a beaucoup de craintes là-dessus de la part de certains entrepreneurs, c'est qu'il y ait des abus de la part des salariés. Est-ce que tu as pu, toi, en rencontrer justement? Bah, il y a les 2 craintes, hein. Il y a la crainte des entrepreneurs qui ont peur que les salariés, abusent et puis il y a la crainte des salariés qui ont peur que l'entrepreneur abuse parce que, en fait, en laissant un cadre libre, on crée une pression, sur les salariés parce que, en fait, comme ils sont pas cadrés, ils se retrouvent à devoir gérer eux-mêmes leur temps, peut-être qu'ils vont déborder parce que, ils ont la pression et du coup, comme ils sont pas capables de s'autoréguler, bah, ils vont finir en burn-out et cetera. C'est hyper paradoxal tout ça parce que d'un côté, le code de travail est un outil extraordinaire pour pouvoir faire travailler des millions de gens qui sont dans des situations super différentes et faire en sorte de limiter la casse. Et d'un autre côté, ça considère aussi quand même que les salariés sont quasiment des enfants et l'entrepreneur est censé être responsable de quasiment tout ce que le salarié fait, ce qui est aussi une fiction. Maintenant, je pense pas qu'on puisse améliorer ça parce qu'en fait, si c'est là, c'est que ça a fait ses preuves. Donc pour s'en accommoder, à mon avis, il faut que chacun accepte les avantages et les inconvénients qui vont avec. Moi, comme je fais confiance par principe à tout le monde, je pense pas du tout que le fait de laisser les salariés libres, ça diminue la production. Je pense pas non plus que ça l'augmente. En fait, je pense que les 2 cadres fonctionnent et qu'en fait, il y a juste des salariés à qui ça va plaire et d'autres à qui ça va pas plaire du tout. Et ça, il faut être hyper bon au niveau du recrutement pour s'en rendre compte. Il y a des personnes qui, en fait, ont absolument besoin de cadres et qu'on leur dise, «Bah, là, tu fais ça à telle heure, tel jour» et c'est comme ça qu'elles se sentent bien et sinon elles vont potentiellement être très, très mal dans leur peau et d'autres qui, au contraire, vont s'épanouir avec ça, en fait. Et du coup, est-ce que tu as des modèles de recrutement différents ou ça reste du recrutement assez classique? Alors, quand je m'y prends bien déjà, ce que j'essaie de faire, c'est limiter les moments où c'est moi qui fais du recrutement parce que je suis pas très bon. J'en ai fait des très bons quand même, des fois, j'ai fait des bons coups quand même. J'ai aussi fait des très grosses erreurs. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre les gens en situation réelle, quand c'est possible. C'est pas possible pour tout le monde, mais par exemple, les développeurs web, il y a rien de mieux que de les mettre face à un ordinateur, et puis de leur dire: «Bon, bah, voilà, développe tel petit bout». Parce qu'en fait, c'est là qu'on voit, comment ils approchent, en fait, le code en question. Les commerciaux aussi, on peut faire des mises en situation, c'est un peu moins comme si jamais enfin, pour le faire avec des vrais clients, cela dit, hein, mais c'est juste des mises en situation, ça peut être un peu moins probant. Qu'est-ce que j'ai fait d'original? J'ai fait des jeux de rôle à certains moments. C'était une période où je réussissais quand même pas mal mes recrutements, donc je pense que ça a bien fonctionné. Ce qui est très difficile après quand un recrutement a pas fonctionné, c'est de faire la part entre ce qui est du fait qu'on a mal choisi la personne ou ce qui est du fait qu'on l'a pas mis dans les bonnes situations pour qu'elle réussisse, en fait, ou pour que ça matche. Et ça, bon, c'est pas simple, en fait, de savoir à quoi c'est dû. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on dit en France, on peut pas recruter, parce qu'on peut pas licencier les gens, c'est une ineptie, je veux dire, le licenciement est totalement possible en France, c'est juste qu'en fait, il faut accepter de le payer. Parce que quand on a fait une erreur de recrutement, bah, c'est comme toutes les erreurs qu'on fait quand on est entrepreneur, on en assume les conséquences.
Ça coûte de l'argent et il faut accepter que ça coûte de l'argent. Et en fait, il vaut mieux de toute façon faire un licenciement lorsque ça se passe pas bien, plutôt que de dire je vais absolument conserver la personne jusqu'au bout parce qu'en fait la personne n'est pas bien, vous êtes pas bien. Voilà, mais en fait c'est totalement faisable. Donc il faut avoir, en fait, je pense que quand on prend la décision de recruter, il faut prendre le risque aussi à un moment donné parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Donc, moi, je suis toujours contre le fait de faire des CDD, le fait de se dire je vais faire des longues périodes d'essai, etc. Enfin, il faut accepter le risque qui va avec le fait de recruter. Les salariés, ça apporte une valeur incroyable à une entreprise. C'est normal que ce soit aussi le truc le plus dur à gérer, en fait. À un moment donné, il faut l'accepter, c'est tout. J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu viens de dire. Tu as dit quand on est entrepreneur, on assume ses erreurs. Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as l'impression d'avoir connu des échecs ou pas du tout? Ah bah oui. Bah, en fait, j'ai jamais créé d'entreprise qui a surperformé, quoi, qui a fait 100 millions de chiffre d'affaires, etc. Donc, en fait, je peux considérer que la totalité de ce que j'ai fait est un échec, si c'était mon objectif. Et à un moment donné, c'était mon objectif. Simplement, je pense que j'ai pas eu le focus suffisamment longtemps sur chacune des entreprises que je crée. Comme je disais, je suis plus un défricheur. Donc là où on peut pas parler d'échec, c'est qu'en fait, sur les 6 entreprises que j'ai fondées ou confondées, il y en a qu'une qui a déposé le bilan, toutes les autres sont là. Donc voilà, j'ai recruté des centaines de personnes. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été intéressantes. J'ai eu des milliers de clients dans plein de domaines différents qui vont du référencement sur Google, aux colonies de vacances, en passant par les logiciels de recherche, enfin voilà, j'ai vraiment fait plein d'activités différentes. J'ai même eu une agence web que j'ai vendue. Donc j'ai eu des réussites dans le sens où j'arrive bien à partir de zéro et à faire une activité économique qui fonctionne, parfois avec zéro investisseur. Je me suis même amusé à créer ma dernière société, j'ai créé avec 1 € de capital et il y avait déjà du chiffre d'affaires, lorsqu'elle a commencé. Donc c'est un peu un mélange de succès et d'échecs. Et à la limite, après, il y a les échecs humains. Par exemple, quand je me suis retrouvé au prud'homme, j'ai pas pu dormir pendant des jours parce que je me suis dit, c'est des gens pour qui j'avais le sentiment d'avoir fait le maximum, où je leur avais, à mes yeux, donné les conditions de travail les plus incroyables. Et d'ailleurs, ils me l'avaient même dit quand ils étaient en poste, qu'ils avaient jamais été aussi heureux dans une entreprise, etc. Et où à la fin, on finit quand même au prud'homme, alors que c'était un licenciement économique. Et du coup, ça a été un moment mais hyper dur à vivre. Ouais, ça, je le mets dans la case des échecs, clairement. Parce que j'aurais pas dû me retrouver là, en fait, à ce moment-là. Alors, sur le moment, je leur en voulais. Maintenant, je vois mieux, en fait, ce qui s'est passé et comment ça aurait pu être évité. Mais voilà, c'est un peu c'est une question de point de vue, on va dire. En tout cas, moi, je ressens tout ça comme un jeu, hein. Si c'est un échec, c'est comme quand on est en train de jouer à un jeu de société et que on a perdu une manche et après on va regagner une autre manche. L'entrepreneuriat, c'est ça qui est génial, c'est que c'est une sorte d'immense jeu de stratégie, mais sauf que c'est ta vie, en fait. C'est ça qui est trop bien. Ça te dérangerait justement de nous raconter cette anecdote par rapport au prud'homme? Ouais, bah, pas de problème. En fait, c'est 3 personnes que j'ai recrutées sur une entreprise, de logiciels. Donc là, j'avais mis en place un management type entreprise libérée. Alors, de ce que j'avais compris de l'entreprise libérée et avec mes capacités de management qui sont, voilà, bonnes sur certains points, mais quand même globalement pas extraordinaires. Donc, là, l'organisation du travail, c'était que, bah, chacun pouvait travailler chez lui ou en venant au bureau. Chacun pouvait avoir accès à toutes les informations de l'entreprise, combien il y a d'argent sur le compte en banque, je sais pas moi, les salaires des uns et des autres, les salaires on les décidait ensemble. Donc j'avais créé la transparence vraiment totale surtout. Et puis c'était aussi, la confiance. C'est-à-dire que tout le monde pouvait prendre la carte bancaire de la boîte et faire une dépense. Et là c'est une réussite totale, c'est que personne n'a jamais fait la moindre dépense excessive. C'est même l'inverse. C'est que des fois j'étais obligé de dire aux développeurs, mais quand par exemple je découvrais qu'un ingénieur, infra s'était pris la tête à bosser pendant 15 jours pour éviter de payer 150 balles par mois de serveur pour je sais plus quel truc, j'avais dit: «Mais tu te rends compte que tu as bossé 15 jours pour un truc qui nous coûterait que 150 balles? Prends la carte bancaire, paye 150 balles, tu vois bien la différence». C'est là qu'on voit aussi le côté non entrepreneurial qu'il peut y avoir chez certains salariés, mais voilà, mais c'est pour dire à quel point les gens, par nature, sont bons et par nature ont envie de travailler pour l'entreprise. Ça, j'en suis mais 1 000 000 % convaincu. Et je pense que du coup, il s'est créé quand même, voilà, une sorte d'attachement à ça, que les gens voulaient pas partir de cette aventure-là. Et quand j'ai fait des licenciements économiques, parce que on avait levé de l'argent et on n'était pas allé suffisamment vite dans la montée en gamme de notre chiffre d'affaires pour pouvoir tenir, j'avais la certitude qu'au bout de 10 mois, eh ben, on allait avoir zéro trésor et que j'étais pas capable de relever de l'argent. Et puis de toute façon, je ne voulais pas relever de l'argent parce qu'en fait, à un moment donné, faut pas lever de l'argent lorsqu'on n'a pas de certitude qu'on est sur la bonne voie. Et je pensais qu'on n'était pas sur la bonne voie parce qu'en fait, le problème, c'était que l'adéquation entre le produit que j'avais conçu et le marché était pas bonne. Donc, je voulais pas relever de l'argent. Et donc voilà, je savais qu'on allait dans le mur. Donc, pivot, licenciement, etc. Ça, j'avais toujours dit que c'est les licenciements, c'est pas les salariés qui le décident parce qu'en fait, on va pas demander aux salariés de choisir qui part. Donc c'était moi qui décidais ça. Et du coup, bah, ils ont vraiment été, je pense, convaincus que je l'avais fait parce que quelques semaines avant, il y avait eu des prises de bec internes en fait, où l'un d'entre eux avait contesté une autre salariée, etc. Ils étaient convaincus que je voulais la protéger et que du coup, je les virais parce que ils avaient dit tout haut ce que d'autres pensaient tout bas, quoi. Voilà, en gros. Ce qui était vraiment sincèrement pas du tout le cas.
Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à se fighter au prud'homme. Et ce qui était con, parce que j'aurais dû négocier et leur donner de l'argent à ce moment-là. J'ai pas voulu le faire parce que je me disais que je voulais pas prendre sur la trésorerie pour ça, etc. Mais en fait, en vrai, j'aurais dû le faire parce que ça aurait simplifié les relations et on aurait gagné du temps, en fait, au final. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on veut licencier, à un moment donné, il faut payer, quoi. Financièrement, il faut en payer le prix, quoi. Et j'aimerais revenir aussi sur quelque chose que tu viens de dire. Pour toi, les gens sont foncièrement bons. Est-ce que t'as pas l'impression parfois d'avoir une vision un peu utopique de la relation humaine, justement? Non, parce qu'en fait, j'ai cette vision depuis toujours, mais maintenant elle a été renforcée par l'expérience. Et j'ai aucune expérience qui peut me dire que ça, c'est faux. Dans le sens où j'ai pas de cas où les gens ont sciemment utilisé la confiance que je leur faisais pour me porter tort, en fait, porter tort à l'entreprise. Donc non, ça, je pense que c'est vraiment la réalité et que malheureusement, je sais pas pourquoi, mais je pense que les exemples négatifs qu'on a dans notre vie nous marquent plus que les exemples positifs. C'est exactement le truc des trains qui arrivent à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'adore la SNCF. Je trouve que c'est un service incroyable. Parce qu'en fait, 95% des fois, quand je prends le train, je suis à l'heure. Et quand je suis en retard de 10 minutes, 20 minutes, peut-être une demi-heure. Mais qu'est-ce que c'est une demi-heure quand on a fait 500 kilomètres? Je pense qu'on perd un peu la raison au bout d'un moment, en fait, sur ce genre de truc. C'est comme les gens qui sont convaincus qu'il y a plus d'insécurité aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou 50 ans. C'est risible, en fait. Quand on regarde les statistiques, on le voit dans tous les domaines. Il y a moins d'insécurité. Le monde s'est amélioré, mais considérablement en 50 ans. Je veux dire, tous les indicateurs, l'illettrisme, les famines, les guerres, les attentats, il n'y a pas un truc qui s'est pas amélioré, en fait. Et quand on dit amélioré, c'est considérablement amélioré. France, Europe, monde, toutes les stats le montrent. Et pourtant, je sais pas pourquoi, je pense qu'on prend les gens dans la rue, au moins 3 sur 4 qui pensent que tout part à volo, que c'était mieux avant. Et on peut prendre les témoignages de toutes les époques. Tous les gens qui ont passé 50 ans considèrent toujours que c'était quand même mieux à leur époque. Ce qui n'est pas, du coup, mathématiquement pas possible, parce que ça peut pas être toujours pire, quoi, en fait, à un moment donné. Donc je pense que c'est de là que ça vient et qu'en fait, l'optimisme n'est pas un optimisme. L'optimisme, c'est le réalisme, en fait. En tout cas, quand on entend ton discours, on comprend mieux pourquoi tu es engagé dans d'aussi belles causes. J'aimerais du coup parler de Time for the Planet. Est-ce que tu peux nous en parler et nous présenter Time for the Planet selon toi? Ouais, bien sûr. Time for the Planet, ça part du constat que le changement climatique remet en cause la capacité de notre civilisation à perdurer. Donc là, pour le coup, on a un vrai risque que les améliorations dont on a pu bénéficier, du coup, disparaissent. C'est plus qu'un risque, hein, c'est maintenant une certitude parce que bon, on a déjà émis suffisamment de CO2 pour que le climat soit modifié de façon dramatique dans les années qui viennent. Donc la question, c'est est-ce que ça sera juste des perturbations donc, que l'humanité va gérer ou est-ce que ça peut aller jusqu'à la disparition de notre civilisation? C'est pas impossible non plus. Ça, personne peut le dire parce qu'en fait, personne ne peut prédire l'avenir sur des éléments aussi complexes. Il y a trop d'éléments imbriqués. Donc moi, je suis ni un collapsologue qui considère que tout est cuit et que de toute façon, tout va s'effondrer, ni un angélique qui pense que le fait qu'on va trouver une solution technologique qui va régler tous les problèmes. Ça, je pense que juste, en fait, on n'en sait rien et comme on n'en sait rien, autant se focaliser sur l'action. Donc le principe de Time for the Planet, c'est créer des entreprises qui sont basées sur des innovations permettant de lutter contre le changement climatique. Ça peut être des innovations technologiques, mais pas que. Donc notre principe, c'est de dire en fait chaque individu doit changer au niveau individuel. Ça, il y a plein de choses qui se font en ce moment pour l'encourager. Mais en plus de ça, il va falloir des innovations. Il y a Carbon 4 qui a fait une étude qui montre qu'en fait, si toute la planète se met à être vertueuse, c'est-à-dire on mange plus de viande, on prend plus l'avion, on roule en trottinette, enfin tout ce qu'on peut faire, on le fait à fond. En fait, on aura réglé 40% du problème, ce qui est déjà bien. Il reste les 60%. Les 60%, c'est comment on produit les biens et les services à l'échelle mondiale. Est-ce qu'on utilise des centrales à charbon ou est-ce qu'on utilise des panneaux solaires, du nucléaire, enfin quelque chose de décarboné? C'est ça le vrai sujet. Enfin, en tout cas, le sujet le plus important. Et donc là, on s'est dit, nous, on va s'intéresser à ça parce qu'il n'y a pas d'initiative citoyenne qui s'intéresse à ça. Les initiatives citoyennes, c'est toujours cantonné à l'éducation des enfants. Enfin, les enfants, le temps qu'ils deviennent grands, on sera déjà quand même bien avancé. Il y a les marches sur le climat, etc. Nous, on y participe, on est à fond pour tous ces mouvements-là. Il y a les mouvements juridiques qui sont très très puissants pour contraindre les États, mais il n'y a pas de mouvement citoyen qui s'intéresse à comment est-ce qu'on peut changer la façon dont l'économie fonctionne. Et donc avec Time for the Planet, on change toutes les règles. Les investisseurs investissent pour autre chose que gagner de l'argent. Donc mettre de l'argent, dans 10 ans, ils récupèrent la même somme. Par contre, ils sont rémunérés sous forme de dividendes climat. Les dividendes climat, c'est on prend toutes les tonnes de CO2 qui ont été économisées grâce aux entreprises financées par Time for the Planet et on les distribue sous forme d'une information à tous nos actionnaires. Et ça intéresse énormément les fonds d'investissement et les grosses entreprises, on pourrait y revenir. Donc nous, on trouve les innovations qui peuvent changer le jeu. Donc par exemple, je vais donner des exemples concrets. Si on veut pouvoir transformer une centrale à charbon en une centrale solaire, pour faire ça, il va falloir qu'on ait des batteries pour pouvoir restituer l'énergie quand il fait nuit ou quand il n'y a pas de soleil.
Et actuellement, les batteries lithium, c'est très limité pour ça parce qu'en fait, il y a un nombre de cycles très limité, il faut les changer régulièrement, ça chauffe, donc il faut les refroidir, il y a un risque d'incendie, donc c'est pas optimal. Donc il y a maintenant des innovations qui nous ont été soumises, qui règlent ça, avec un nombre de cycles illimité, avec le fait que c'est 100 recyclable, sans métaux rares, alors que pareil, les batteries actuelles, il y a des métaux rares, donc de toute façon, il y aura pas suffisamment de métaux pour pouvoir vraiment scaler ça. Donc là, on est sur un truc qui change complètement la donne. Il faut investir là-dedans, mais il faut le passer en open source. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'entreprise qui développe ça permet à n'importe qui de demander à copier, améliorer, commercialiser l'innovation. Ça, c'est fondamental parce qu'en fait, si on investit dans une boîte, que cette boîte dépose des brevets pour bloquer tout le monde et qu'elle met 10 ans à se développer, déjà dans 10 ans, ce sera trop tard, qu'en plus, si elle disparaît, bah, du coup, ces brevets font que c'est perdu pour la science et pour l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, tout le monde en a besoin de cette innovation. On ne peut pas se permettre de fonctionner comme ça. Pour autant, le fait d'être sur un modèle économique open source n'empêche pas de gagner de l'argent. Au contraire, notre conviction, c'est qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec ça. D'ailleurs, ça existe déjà. Vicat a inventé le ciment et l'a fait en open source. 150 ans plus tard, Vicat, c'est des milliards de chiffres d'affaires. RISC-V, c'est un composant électronique qui est basé sur une techno open source. Ça ne les a pas empêchés d'être valorisés à 1 milliard. Donc l'idée que l'open source, le fait de ne pas empêcher les autres de développer quelque chose, c'est pas quelque chose de dissonant par rapport au fait de faire de l'argent. D'ailleurs, il y a plein de domaines dans lesquels on ne peut pas empêcher les autres. Dès que c'est pas de l'innovation, par exemple, dans le monde des logiciels, on ne peut pas breveter un logiciel. Donc n'importe qui peut faire la même chose. Ça n'empêche pas les logiciels de gagner énormément d'argent, mais vraiment énormément. Donc c'est un faux problème en fait, cette histoire de brevet. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude et donc nous, il faut qu'on démontre qu'en fait, c'est une connerie, tout simplement. Donc on fait un brevet, oui, mais par contre, après, on crée des licences qui permettent à n'importe qui de commercialiser l'innovation gratuitement. Et comme ça, on se donne des vraies chances que ces innovations arrivent à être matures suffisamment vite pour qu'on évite une cata climatique absolue. Après, il y a d'autres exemples, par exemple la captation. Là, on investit dans une société qui s'appelle Project Vesta, qui a 10 ans de recherche sur la question de captation du carbone à grande échelle, avec de l'olivine, qui est une roche qu'on peut concasser et placer sur les plages. Si vous mettez 3 cm d'olivine en grain dans une surface à peu près comme la Manche, vous captez 100% des émissions de CO2 de la France, l'Angleterre et le Benelux. Donc, c'est des innovations comme ça dont on a besoin. Et on ne peut pas se les réserver. C'est ça que fait Time for the Planet. On identifie ces innovations, on les analyse avec un comité scientifique, on investit financièrement, on fait rentrer un entrepreneur à succès si besoin dans l'entreprise, parce que souvent c'est des scientifiques qui ne sont pas des entrepreneurs, donc là on choisit des entrepreneurs qui sont bien meilleurs que nous, hein, des entrepreneurs qui ont réussi des boîtes incroyables, et c'est eux qui vont développer le business avec les scientifiques à l'intérieur de l'entreprise et qui vont passer le modèle économique en open source. Et nous ensuite on rétribue nos actionnaires avec des dividendes carbone, et donc, ça change en fait toute la façon dont on organise le business. Pour autant, on continue à générer du chiffre d'affaires, des résultats. Simplement, on change la façon dont on affecte ces résultats et les raisons qui font qu'on va investir et qu'on va décider de déployer une innovation dans le monde. Parce qu'en fait, on n'a plus le temps là. Maintenant, il faut vraiment, vraiment que ça bouge. Mais du coup, pour être sûr de bien comprendre, donc vous créez des entreprises, mais qu'est-ce que vous y gagnez en termes financiers? Comment vous arrivez à générer du chiffre d'affaires? En fait, les entreprises qu'on crée génèrent du chiffre d'affaires, elles gagnent de l'argent, et cet argent remonte à Time for the Planet pour la part qui nous concerne. C'est-à-dire que nous, on investit, si par exemple on a 50% des parts de la boîte, eh ben, on prend 50% des dividendes. Et ces dividendes remontent à Time for the Planet, et au lieu d'être distribués aux actionnaires, ils servent à créer d'autres entreprises qui luttent contre le changement climatique. Et on a mis dans nos statuts que quand la température de la planète sera revenue à ce qu'elle était en 1850, à ce moment-là, l'ensemble des bénéfices existants de Time for the Planet sera réparti aux actionnaires et la société sera dissoute. Alors évidemment, c'est virtuel, puisqu'en fait, tout ça, on ne le connaîtra pas de notre vivant. On peut espérer que nos arrière-petits-enfants connaissent ça. Mais c'est pour signifier qu'en fait, on a créé cette forme, non pas pour dire qu'il faut que le monde entier devienne à but non lucratif. Moi, j'en ai rien à faire. Je trouve ça très bien que des gens gagnent de l'argent en montant des boîtes, en finançant des choses, etc. C'est juste que dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, on n'a plus le temps de jouer ce jeu-là. Et donc, il faut qu'on crée quelque chose de spécifique pour pouvoir régler ce problème qui nous concerne quand même un peu tous, quoi. Tu viens en aide à l'environnement, tu viens aussi en aide aux personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a d'autres causes pour lesquelles tu agis également? Non, non, non. Alors pour le Vitacolo, hein, ma boîte de colonie de vacances, ça fait des années que je suis plus dedans. Moi, je l'ai fondée. Je suis parti au bout de 4 ans pour la laisser la main. Alors ça, c'est aussi une conviction très forte que j'ai, c'est que je pense qu'on ne peut pas avoir longtemps des bonnes idées sur un même sujet. Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup d'organismes, d'associations, etc., qui partent d'un très bon sentiment au départ avec quelqu'un d'assez visionnaire, puis alors la personne après devient un peu le gourou indéboulonnable, prend la direction du truc pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et en fait, au bout d'un moment, ça devient sclérosé, parce qu'en fait, personne ne peut être bon sur la longueur. Sur un même sujet, il y a besoin de recul, il y a besoin de voir d'autres choses, et quand on a eu une vision à un moment donné, c'est dur de la remplacer, c'est dur de se rendre compte qu'en fait, il y a peut-être plus besoin de nous, etc. Donc ça, moi, je l'ai vraiment ancré. Et donc, dès que, en fait, j'ai le sentiment qu'un truc est sur les rails, bien lancé, je m'en vais pour laisser la place à d'autres
qui seront bien meilleurs en fait pour développer. Mais j'ancre ça. Et là, ce qui est intéressant chez Vitacolo, c'est que c'est resté. Il n'y a pas un seul directeur de Vitacolo qui est resté plus de 4 ans depuis la fondation. Donc c'était il y a 14 ans la fondation. Et c'est vraiment resté dans l'ADN. Et donc ce sera pareil pour Time. Moi, je ne serai pas CEO de Time for the Planet dans 15 ans. Ou alors sinon, ce sera vraiment qu'il y a eu un échec, hein. Mais du coup, toi, tu as une vision de l'entrepreneuriat qui, je trouve, est quand même assez atypique et assez personnelle. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison à ça, justement? Je pense que la raison principale, c'est que je suis pas quelqu'un d'attiré par le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'aime dans le pouvoir, c'est ce qui permet d'accomplir. Mais comme je suis convaincu et je ressens ça intuitivement, en fait, que personne ne peut être heureux d'avoir fait quelque chose pour soi-même. C'est-à-dire que c'est ça qui peut rendre les gens tristes quand ils sont milliardaires. C'est que quand on achète un truc, imaginons que j'aime bien les bonnes voitures. Bon, c'est pas le cas, j'y connais rien en caisse, mais imaginons. Je veux acheter une belle voiture, je sais pas, une Ferrari. Je pense vraiment que quand je suis en train de regarder la voiture, j'ai trop envie de l'acheter et à l'instant où je l'ai acheté, j'en ai plus rien à faire. Et ça, je pense que c'est le cas de tout le monde. Et c'est comme quand on reçoit des cadeaux, en fait. Quand on reçoit plein de cadeaux à Noël, au bout du troisième, on n'a plus envie d'ouvrir des cadeaux, en fait. Par contre, quand vous avez préparé 10 cadeaux, parce que vous avez 10 personnes différentes, que vous avez vraiment pris le temps de se demander ce qui allait l'intéresser, vous avez trop envie de voir la réaction de chacun des 10. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que du coup, si on comprend ça dès le début, on se dit bien que quand on va créer une entreprise, c'est pas juste pour pouvoir s'offrir des trucs, quoi. Une fois qu'on s'est construit sa piscine et qu'on s'est mis au bord de sa piscine, au bout de 25 minutes, on commence déjà un peu à s'emmerder, et au bout d'une heure, on se demande ce qu'on fout là. En fait, la vraie raison pour lesquelles les gens créent des boîtes, c'est pas des raisons financières. Et ce qui est dommage, c'est que c'est la définition juridique. La définition juridique d'une société, c'est une forme sociale qui a pour objectif de répartir des dividendes. Ça, en fait, c'est absurde. Personne ne fait ça dans la réalité, en fait. Personne. D'ailleurs, les rares qui essaient de faire ça échouent. Les gens qui ont monté les boîtes les plus incroyables, les Google, les Facebook, etc., à aucun moment ils ont compris qu'ils étaient en train de créer une entreprise. C'est des gens qui étaient passionnés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à mettre à disposition de tout le monde une connaissance, à mettre en relation des gens, etc. C'est ça les vraies raisons de créer une boîte. Donc arrêtons de faire correspondre un modèle économique et un modèle juridique avec quelque chose qui ne correspond pas aux réelles motivations des gens. Et si tu devais retenir quelque chose de ton parcours entrepreneurial que tu aimerais transmettre à cette nouvelle génération d'entrepreneurs, ce serait quoi? Ne pas avoir peur. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on se fout des barrières incroyables comme si le fait de créer une entreprise, c'était un risque exceptionnel. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours le truc, il faut rémunérer le risque. Mais de quel risque on parle? Et c'est quoi? J'ai mis 5 000 € dans ma société, parce que la plupart des entreprises ne nécessitent pas beaucoup de capitaux, en fait, hein. Et quand on a une bonne idée, on n'est pas obligé d'avoir des capitaux, parce qu'en fait, on trouve toujours des gens qui vont mettre du pognon dedans. Ça, c'est déjà le risque financier, c'est pareil, c'est une arnaque. Même si j'ai perdu 10 000 € ou 20 000 € que j'avais mis de côté, bon bah, OK, j'ai perdu ça. Est-ce que quand je serai, sur mon lit de mort, je vais me rappeler de ça? Est-ce que je vais regarder, combien j'ai sur mon compte? Tout le monde s'en fout de ça. Donc ça déjà, c'est un faux problème. Après, l'entrepreneuriat, c'est une école incroyable pour découvrir des nouvelles compétences, apprendre des nouvelles choses, et cetera. Donc quand j'ai créé ma boîte, même si j'ai échoué, si j'ai vraiment mis de l'intensité dans ce que j'ai fait, j'ai appris tellement de choses sur les êtres humains, sur la technique, parce qu'en général, techniquement, je m'améliore sur plein de choses, qu'en fait, j'ai gagné des choses en fait en créant ma boîte. Donc il n'y a pas de réel risque. À la limite, le seul risque qu'il peut avoir, c'est de s'entêter trop longtemps dans un truc qui fonctionne pas, de mal répartir son temps et du coup de se prendre la tête avec sa famille. Ça, c'est un vrai risque, effectivement. Personne ne devrait jamais mettre en difficulté sa famille pour des questions d'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, si on se retrouve à travailler H24, c'est qu'on fait des tâches inutiles ou qu'il nous faut un associé. Donc ça se règle comme ça. Ça se règle pas en faisant plus en plus de travail et en voyant jamais les gens à qui on tient, en fait. Donc si on traite bien ces sujets-là, il n'y a pas de raison d'avoir peur et donc il n'y a aucune raison de se priver d'essayer de créer une entreprise et c'est une aventure qui vaut vraiment le coup, quoi. Et du coup, toi, t'as jamais eu de difficulté à conjuguer ta vie professionnelle et ta vie, personnelle? Si, il y a eu des moments où justement j'étais dans cet écueil-là, mais ça m'a jamais mis, en difficulté au point que je puisse regretter de l'avoir fait, quoi. Et surtout, je me suis amélioré, c'est-à-dire qu'avant, je travaillais beaucoup plus alors que je faisais beaucoup moins. Est-ce qu'on peut avoir des regrets quand on passe sa vie à entreprendre? Non, je pense pas, non. Je vois pas parce qu'en fait, on a tellement c'est ce que je disais au début, c'est le fait de supprimer cette distance entre l'envie de réaliser un truc et le fait de le réaliser. Ça quand même, en termes d'accomplissement, c'est irremplaçable. Donc je vois pas qui peut regretter. Ce qu'on peut regretter, c'est de pas l'avoir essayé. Après, je pense qu'il y a plein de gens que ça intéressera pas de monter des boîtes ou qui ont pas les qualités pour, parce qu'en fait, ça nécessite certaines qualités que des fois on n'arrivera jamais à déployer. Et ça, bon bah, on l'a ou on l'a pas. Mais en général, ça va avec ce qu'on aime faire. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens frustrés qui rêveraient de créer une boîte et qui en ont pas du tout les capacités. Parce qu'en fait, s'ils en ont pas les capacités, c'est qu'en fait, au fond, ils en ont pas vraiment l'envie non plus. Tu viens de le dire, ça nécessite des qualités. Est-ce que tu en aurais certaines en tête, justement? Bah, déjà, il faut une forte capacité de résilience. Si on supporte pas très bien les échecs, c'est compliqué. Il faut accepter de naviguer sans savoir trop où on va.
Je pense que quand même, quand vraiment on a besoin de maîtriser chaque élément de sa vie, d'aimer les routines, de savoir précisément comment on va exécuter les choses, de faire des plans, c'est très dur d'être entrepreneur. C'est vrai que c'est plus les gens qui s'épanouissent dans le chaos en général qui sont des bons entrepreneurs. Mais même ça, c'est pas totalement vrai parce qu'on peut accompagner dans ce cas-là un entrepreneur. Hein, souvent, il y a plusieurs rôles, il y a le CEO, CTO, et cetera. Donc, en gros, le CEO, c'est Chief Executive Officer, c'est celui qui exécute la vision. Donc, en général, c'est celui qui s'épanouit le mieux dans le chaos. Et après, il peut très bien être entouré d'autres qui, eux, sont pas du même profil. Donc bon, tout est toujours compensable. Mais ça reste quand même difficile malgré tout d'accepter l'aléa de l'entrepreneuriat quand on a peur et quand on veut planifier en fait sa vie, quoi. Est-ce que tu trouves ça facile d'entreprendre en France? Ah oui, la France, c'est un paradis de l'entrepreneuriat. Alors déjà, le premier point, c'est que l'entrepreneuriat en France, c'est facilité parce que déjà, c'est pas très complexe, en fait, de monter une entreprise déjà d'un point de vue juridique, parce qu'il y a des pays où ça va être plus compliqué. Par exemple, aux États-Unis, on peut se faire assigner à n'importe quel moment sur n'importe quel sujet pour des millions d'euros. Et ça, c'est un enfer absolu. Il y a une loi qui est différente selon les États, etc. Alors que nous, en France, bon, on n'a qu'une seule nation, on n'a qu'un seul droit. Créer une société, ça prend littéralement 25 minutes en ligne sur n'importe quel site internet qui crée des sociétés. Moi, les 2 dernières que j'ai créées, vraiment, je les ai fait en 25 minutes. Il y a un financement de l'innovation qui est incroyable avec la BPI et avec plein d'autres organismes qui ont été créés pour ça et qui fonctionnent parfaitement bien. Et là-dessus, tous les gouvernements qui ont travaillé là-dessus depuis des années, que ce soit de gauche ou de droite, ont fait un excellent travail sur ces sujets. Et puis après, en France aussi, il n'y a pas une concurrence démentielle. Si je compare là encore avec les États-Unis, comme c'est le rêve de tout le monde d'être entrepreneur, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens qui le font. Donc la concurrence est énorme. En France, la pression concurrentielle est plus faible. Par contre, après, on a moins une culture entrepreneuriale, donc c'est plus dur du coup d'y accéder. Il y a des choses à apprendre. Les incubateurs se sont beaucoup améliorés sur ce sujet-là, donc ils aident quand même beaucoup à s'acculturer. Globalement, c'est un environnement qui est bon en France pour l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme difficulté? Franchement, j'en vois pas tant que ça. À la limite, les seules complexités qui peuvent exister, c'est sur les charges sociales, et cetera. Mais franchement, là-dessus, le truc est très simple. On prend un expert comptable, il s'occupe de tout, en fait, et c'est réglé. Il y a pas à se prendre la tête, en fait, hein, sur ces trucs-là. Est-ce que tu aurais un dernier conseil éventuellement à donner à toutes ces personnes qui souhaiteraient entreprendre à leur tour? Ne pas avoir peur. En fait, la peur n'enlève pas le danger déjà, et comme en plus le danger est quand même assez minime, honnêtement, il y a pas de raison de s'en priver, là. Bah, écoute, merci beaucoup Mehdi pour ces paroles très inspirantes. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous ton point de vue sur tous ces sujets. C'est un plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Next. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.